Bienvenue sur cette visio lundi MEDEF, puisqu'il va maintenant être d'usage effectivement que nous nous rencontrions régulièrement. Oui, le premier lundi de chaque mois, mais aussi quand l'actualité le nécessitera de manière un peu plus régulière le lundi de 12 h à 13 h sur une visio qui aujourd'hui traite de la loi de finances et de l'actu fiscale. Et en l'occurrence, merci au cabinet Axior représenté par Claire Courtin, alors que nous avons la chance d'avoir en vidéo, mais aussi Benoît Chabiron qui l'accompagne du cabinet, pour ensemble voir la loi de finances dédiée aux entreprises, mais aussi aux dirigeants, puisque en tant qu'adhérent au MEDEF, c'est forcément cet angle-là qui vous intéresse le plus. Voilà, donc ça c'est le premier point. D'un point de vue technique, pour ce qui se passe dans l'heure qui va arriver. En l'occurrence, merci par avance, et je vois que c'est déjà fait pour l'essentiel de pouvoir couper les micros, c'est super. Également la vidéo, parce que cela laisse plus de bandes passantes. Quoi qu'il en soit, nous attendons vos réactions, vos questions, vos remarques dans le fil de conversation. Et donc, en l'occurrence, voilà pourquoi je citais à la fois Claire et Benoît. Il y a peut-être d'autres visages que l'on ne voit pas ou d'autres mains pour pouvoir répondre à vos questions en live. Le but étant effectivement de décrypter au mieux sur cette heure et ces 60 minutes qui viennent. Un petit point, c'est que vous l'avez peut-être sous les yeux, c'est que l'enregistrement est effectué puisque nous pouvons utiliser cette heure que nous allons passer ensemble et en l'occurrence sur notre chaîne YouTube MEDEF Vendée, sur lequel vous pourrez la retrouver, mais aussi sur nos autres réseaux sociaux. Donc voilà pour cela. Je crois que j'ai tout dit pour lancer cette réunion. Donc bienvenue à tous à nouveau pour ceux qui auraient pu nous rejoindre. Et puis donc, je laisse la main maintenant à Claire pour décrypter cette loi de finances 2023. Merci. Merci beaucoup Samuel. Donc bonjour à tous. Et j'enlève ma vidéo. Okay. Bonjour à tous. Donc nous allons faire le point effectivement sur la loi de finances pour 2023. Donc bon, il n'y a pas de grandes mesures cette année, mais plutôt tout un tas de mesurettes qui peuvent être très variées. Au total, 214 articles, mais on ne va pas tous les voir. On a fait une sélection effectivement de ce qui concernait plutôt les chefs d'entreprise ou les entreprises. Et puis, autre petite information, on va dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont devoir faire l'objet cette année d'un rapport par le gouvernement pour vérifier l'efficacité de certains dispositifs et pour voir si effectivement ils seront maintenus au cours des années suivantes. Alors, petit préalable aussi par rapport à cette loi de finances, comme tous les ans, il faut savoir à quel moment elle s'applique. Donc, sauf disposition contraire, tout ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de, ça va s'appliquer vraiment au titre des revenus 2022 qu'on va déclarer là au printemps et bien sûr des années suivantes. Tout ce qui est pour l'impôt sur les sociétés, ce sera pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022. Et pour le reste, c'est à partir du 1er janvier 2023. Alors, on va, au niveau du sommaire, on va aborder différents sujets. Je vous dis, ce n'est qu'une sélection, mais dans l'ordre, on commence toujours par la fiscalité des particuliers. On aborde ensuite la fiscalité des entreprises, quelques mesures diverses, un rapide point sur le contrôle et le contentieux fiscal. Et ensuite, je referai un point sur la loi de finances rectificative du mois d'août et puis celle du mois de décembre, là, donc les lois de finances rectificatives pour 2022. Alors, au niveau de la fiscalité des particuliers, bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de grandes évolutions, juste une mise à jour du barème et des différents seuils et avantages. Donc, on a revalorisé à plus 5,4% l'ensemble des chiffres. Les taux des tranches, eux, n'ont pas changé. Autre information qui peut avoir son importance, c'est par rapport au prélèvement à la source. Jusqu'à présent, on pouvait faire une modulation de son prélèvement à la source dès lors qu'on avait une variation de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Ce seuil est ramené à 5%. Donc là, il faut faire les démarches sur son compte impôt.gouv. Alors, quelques mesures par rapport aux plus-values immobilières.
alors, il faut savoir que c'est très spécifique puisque ça va concerner surtout les plus-values immobilières quand on vend à un bailleur social. Hein, donc, dans ce cas-là, on peut avoir une exonération de plus-value. En tout cas, le dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Également, quand on vend un droit de surélévation. Après, je ne sais pas si certains sont concernés, mais il y a un dispositif par rapport à la lutte contre la surspéculation en Corse. Et notamment, alors on attend des dispositions complémentaires par rapport à ça, mais l'idée serait d'augmenter la taxe et de la multiplier par 5 pour éviter les surspéculations sur les immeubles, sur les ventes d'immeubles en Corse. Alors, on passe tout de suite aux réductions et crédits d'impôt. Alors, je ne sais pas si beaucoup sont concernés. Le crédit d'impôt pour garde d'enfants qui a été revalorisé légèrement, hein, puisqu'il était avant retenu dans un plafond de dépenses de 2 300 €, c'est passé à 3 500 €. Et donc, ça crée une réduction d'impôt de moitié. Hein. Donc, c'est 2 550, c'est passé à 1 750. Voilà, je passe rapidement parce que c'est pas forcément, ça impacte pas forcément tout le monde. Crédit d'impôt pour salariés à domicile. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas de grande nouveauté, c'est-à-dire que le régime est toujours d'actualité. La seule chose, c'est que maintenant, sur la déclaration de revenus, il va falloir catégoriser les dépenses, c'est-à-dire détailler. Avant, on mettait vraiment qu'un seul montant pour le total des dépenses qu'on faisait pour bénéficier de ce crédit d'impôt. Là, il va falloir dire ce qu'on a dépensé pour du ménage, ce qu'on a dépensé pour du bricolage, pour du jardinage. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour rappel, hein, c'est soumis à un plafond de dépenses. Il y a un plafond global qui est de 12 000 €. 12 000 € plus éventuellement 1 500 € par personne à charge dans la limite totale de 15 000 €. Et du coup, à l'intérieur de ces 12 000 €, on avait des plafonds par catégorie de dépenses. Et l'administration n'avait pas possibilité de vérifier ces sous-plafonds. Donc maintenant, vu que vous détaillerez les sommes, elle pourra plus facilement vérifier si vous êtes bien en dessous de 5 000 € par an, par exemple, pour le jardinage. Alors, oh pardon, excusez-moi, l'investissement forestier. Ça, c'est. Alors, on a laissé l'information parce que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans nos incendies, enfin, dans le sud-ouest de la France l'été dernier. Hein. Donc, il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour encourager l'investissement fiscal au niveau des forêts. Donc, il y a différentes réductions ou crédits d'impôt. Hein. Donc, ça, soit on va être dans un défi acquisition, défi assurance, hein, ou un crédit d'impôt, ce sera le défi travaux ou le défi contrat. Bon, là, si vous êtes concerné, je vous invite à aller regarder un peu plus en détail parce qu'on pourrait passer 1 heure rien que sur ces crédits d'impôt-là. Mais voilà, c'est juste savoir que si vous souhaitez investir dans la forêt, il y a de la défiscalisation possible. Toujours en lien avec la forêt, il faut savoir également que les dons qui pourront être faits auprès de communes ou de syndicats intercommunaux de gestion forestière peuvent entrer dans le cadre du mécénat. Donc, que ce soit d'ailleurs pour les personnes physiques, hein, donc, où là on a le droit à 66% du don en réduction d'impôt, ou pour les entreprises, hein, avec les entreprises soumises à l'IS qui ont le droit à 60% des dons en réduction d'impôt. Alors, les dispositifs outre-mer ont tous été prorogés. Hein, donc, tout ce qui était en vigueur a été prorogé. Si vous êtes intéressé par ce genre d'investissement. Et puis, voilà, on a également des choses pour renouveler les flottes de pêche. Donc, il y a des subventions possibles pour des bateaux avec des catégories spécifiques. Là aussi, je passe rapidement, mais sachez qu'en tout cas, tout le volet outre-mer a été prolongé dans les mêmes conditions que par le passé. Alors, le crédit d'impôt IR-PME, celui-là, il peut vous intéresser. Hein. Le principe, c'est que dès lors que vous créez une entreprise, alors on parle bien d'une création.
ex nihilo, hein, il faut créer de toutes pièces. La loi de finances pour 2023 prévoit un taux bonifié de 25% des sommes que vous versez au capital de l'entreprise en crédit d'impôt. Alors, c'est 25% au lieu de 18 actuellement, enfin 18 dans les textes, on va dire. Et cette disposition-là, elle est toujours soumise à un retour qu'on attend de la part de l'Union européenne. Et donc, tous les ans, ça fait au moins 2-3 ans qu'on attend de ce retour-là. Mais bon, il faut absolument que la loi le prévoie pour que si l'Union européenne donne son feu vert, on puisse en bénéficier. Alors, j'insiste, on ne parle pas là d'une entreprise qu'on aurait, par exemple, créé une société pour racheter un fonds de commerce existant. Hein, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que l'activité soit créée de toutes pièces. Alors, dernier point pour les particuliers, c'est le crédit borne de recharge. Donc, c'est dans le cadre des mesures visant à encourager à l'investissement dans les véhicules électriques. Le dispositif qui prévoyait un crédit d'impôt de 300 € pour la mise en place d'une borne de recharge au domicile est prolongé jusqu'en 2025. Voilà, on en a déjà fini pour la fiscalité des entreprises, donc des particuliers, pardon. Donc, vous voyez, c'est pas un grand cru. On a un petit peu plus d'informations pour la fiscalité des entreprises. Alors, première chose, c'est un petit peu le parallèle hein, quand on fait pour les particuliers. Pour les entreprises, l'État remet à jour les seuils tous les 3 ans. Hein. Donc, on avait fini la session 2020-2022. Il fallait donc remettre les seuils à jour. Tout ce qui est pour les entreprises, les seuils de micro, BIC ou BNC ou bénéfices agricoles. Hein. Et puis également, tout ce qui est régime pour les régimes simplifiés d'imposition. Bon, ça... Vous n'êtes peut-être pas forcément tous concernés, mais c'est important de savoir que les chiffres sont remis à jour. Et surtout aussi, les chiffres au niveau de la franchise de TVA. Donc là encore, je ne sais pas si vous êtes vous directement concerné, mais vous faites peut-être appel à des prestataires qui, eux, sont soumis à ces seuils-là. Donc voilà, maintenant, dès lors qu'on va faire plus de 36 800 € de chiffre d'affaires en prestation de service, on va rentrer dans le champ, on ne sera plus exonéré de TVA et donc il faudra que toute prestation soit soumise à TVA. Hein. Et c'est 91 900 pour les activités de négoce, avec une petite exception, si une année on dépasse exceptionnellement, on peut aller jusqu'à 39 100 ou 101 000 €, mais sous réserve que on revienne en deçà des seuils du seuil 1 l'année suivante. Alors, voilà une des mesures qui a été annoncée et qui vous concerne pour la plupart. C'est donc l'abaissement, l'augmentation du plafond auquel on peut utiliser le taux réduit d'impôt sur les sociétés. Hein. Jusqu'à présent, et d'ailleurs depuis la mise en place du taux réduit, on avait un seuil à 15% jusqu'à 200 000 francs qui avait donc été converti à 38 120 € au moment de la conversion à l'euro. Et donc là, ces 38 120 passent à 42 500 €. Voilà, donc on a un petit peu plus, on a étendu le champ d'application du taux réduit. Bon, on n'a pas baissé le taux, hein, c'est ce qui aurait été probablement plus intéressant. Mais bon, pour rappel, ce taux réduit, à qui il s'adresse? Alors, il faut pouvoir remplir 3 conditions pour en bénéficier. D'une part, il faut que le capital social soit libéré intégralement à la clôture de l'exercice. Il faut ensuite que le chiffre d'affaires hors taxe soit inférieur à 10 millions d'euros. Hein. Pour rappel, ça avait été augmenté l'année dernière, puisqu'avant, on était à 7 630 000 €. Et puis, il faut également que l'entreprise soit détenue à 75% par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés qui remplissent elles-mêmes les 3 conditions. C'est-à-dire, entre autres, d'être détenu également à 75%. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit à un niveau d'interposition, on a le droit à une holding, si vous voulez, mais dès lors que vous avez 2 holdings,
on peut imaginer que la filiale d'exploitation, elle, ne sera pas soumise, elle ne pourra pas bénéficier en tout cas du taux réduit d'impôt sur les sociétés. Voilà, c'était on va dire, une des grandes mesures de la loi de finances. La deuxième mesure annoncée, c'est la suppression de la CVAE, hein, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Alors bon, elle ne sera pas supprimée intégralement en 2023. Il faudra attendre 2024 pour la voir complètement disparaître. Pour l'année 2023, elle va être divisée par 2. Alors, quand je dis pour l'année 2023, il faut savoir que la CVAE, elle se calcule par rapport à l'exercice comptable, hein. Donc, pour les exercices clos en 2023, elle sera divisée par 2. Mais le solde que vous allez payer là en mai 2023, lui, c'est le solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 2022. Donc là, vous allez quand même payer ce qui était provisionné dans les comptes, hein. Voilà. Alors, en contrepartie de ça, il faut savoir que la CVAE, c'est une des composantes de la CET, la contribution économique territoriale, hein. Dans la CET, on a 2 composantes, la CFE, cotisation foncière des entreprises, et la CVAE, donc la cotisation en fonction de la valeur ajoutée. Depuis que cette CET, elle existe, pour rappel, elle venait en remplacement de la taxe professionnelle, on a un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée quand on fait la somme de la CFE et de la CVAE, d'accord? Donc, on additionne ces 2 montants et on compare à un pourcentage de la valeur ajoutée. Alors, historiquement, c'était 3%. L'année dernière, quand on avait, non, pardon, il y a 2 ans, quand déjà la CVAE avait été diminuée, on était passé à 2%. Et donc là, le plafonnement, maintenant, ce sera 1,625% en 2023. Et en 2024, vu qu'il n'y aura plus de CVAE, ce sera 1,25% de la valeur ajoutée et qu'on ne comparera du coup plus qu'à la seule CFE. Et puis, autre impact de cette division par 2 pour la cotisation 2023, eh bien, c'est au niveau des taux de frais de CCI, parce que pour rappel aussi, en pied de cotisation du bordereau de cotisation, on a les frais de CCI qui permettent de financer nos chambres. Donc, pour l'année 2023, ils ont décidé de doubler le taux pour effacer en fait la division par 2. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour 2024. J'imagine que ça fera l'objet de discussions dans l'année qui vient, pour quand même permettre aux chambres d'avoir un peu de financement. Voilà, c'était les principales mesures. Alors après, au niveau des opérations d'apport-attribution. Alors, là, le principe, c'est quand vous détenez des parts d'une société, que vous les apportez souvent à une holding, hein, et qu'en contrepartie, on vous donne des titres en rémunération de cet apport. D'accord? Eh bien, vous avez une obligation générale de conserver ces titres pendant au moins 3 ans. Eh bien là, il y a une petite disposition qui a été prévue qui permet de supprimer cette notion d'obligation de conservation dès lors qu'on est associé minoritaire dans une société soumise dont les titres sont soumis au marché réglementaire, donc une société cotée. Ça ne concerne pas non plus toutes les opérations d'apport-attribution qu'on peut rencontrer. Alors, là, c'est pareil, c'est une petite mesure, mais qui peut parfois être intéressante pour certains. Et c'est plutôt une correction de texte, en fait. Jusqu'à présent, on avait certaines subventions publiques qui, dès lors qu'elles étaient allouées par un organisme public spécialisé, permettaient un système d'étalement. Et en fait, la manière dont était rédigé le texte faisait que certains dispositifs n'entraient pas dans le champ d'application. Notamment, c'était, pour vous donner un exemple, le cas des C2E, là, les certificats d'économie d'énergie. Et donc, ils ont réécrit le texte pour que maintenant, même si c'est versé par un organisme donc, qui émane des institutions de l'Union européenne, eh bien, on puisse également bénéficier de ce système d'étalement. Donc, c'est vraiment un petit ajustement du texte.
Alors, jeune entreprise innovante, là, c'est pareil. On va dire que le dispositif est globalement prorogé exactement jusqu'au 31 décembre 2025, donc à peu près comme il existait jusqu'à présent. La seule petite différence, c'est que jusqu'à présent, il permettait d'avoir une durée on va dire d'observation de ce statut de 11 ans, et ça a été ramené à 8 ans pour le caler sur la même durée que les aides dont on peut bénéficier au niveau du social. Vous savez, quand on est en un statut de jeune entreprise innovante, on a également des exonérations de charges sociales. Alors, pour les chercheurs, pour un certain public, on va dire pour une certaine partie de l'effectif de l'entreprise. Voilà, donc ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a calé la même durée des avantages sur la partie fiscale et sociale. Donc c'est 8 ans. Et donc ça, c'est à partir des créations d'entreprises au 1er janvier 2023. Alors, un dispositif qu'on a souhaité évoquer un peu plus en détail, c'est le dispositif crédit d'impôt formation dirigeant. Puisque je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous avez la possibilité en tant que dirigeant d'entreprise d'avoir un crédit d'impôt. Alors, certes, il est limité, hein, c'est 40 heures maximum par an prises en charge et valorisé au taux du SMIC. Donc, ça ne fait pas forcément un très, très gros crédit d'impôt. Mais bon, c'est toujours cette prix. Donc, on vous a fait l'exemple en bas. Pour une PME, 40 heures fois le taux du SMIC, ça nous représente 451 € par personne dirigeante. Alors, c'est bien par personne dirigeante. Si vous êtes 2 co-gérants dans une entreprise, chacun peut bénéficier de ces 451 € de crédit d'impôt. Et la petite subtilité de la loi de finances 2023, c'est que dès lors qu'on est micro-entreprise, donc au sens de la réglementation européenne, donc c'est ce qu'on a plus souvent l'habitude d'appeler TPE, hein, donc dès lors qu'on a un effectif de moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros, eh bien le montant du crédit d'impôt est doublé. Donc de 451, on passe à 902 € par personne pour 2023. Alors, vous savez que dans chaque loi de finances, il y a un lot de mesures en matière de transition énergétique. Donc là, c'est une prolongation également d'un dispositif qui existait déjà pour toutes les dépenses qui vont être exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 en matière de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Hein, donc, c'est un crédit d'impôt qui est calculé sur la base d'un plafond de dépenses de 25 000 € éligibles. Vous pouvez faire plus, mais le crédit d'impôt, lui, sera plafonné à 25 000 € et auquel on applique un taux de 30 %. Donc, il doit y avoir quelques conditions. D'une part, c'est accordé soit au propriétaire, soit au locataire du bâtiment. Il faut bien que ce soit affecté à une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, donc une activité économique, on va dire. Et puis, le bâtiment doit être achevé depuis plus de 2 ans, en espérant que s'il est depuis moins de 2 ans, il n'y ait pas de souci on va dire, d'isolation du bâtiment. Alors, toujours dans l'aspect transition énergétique, mais ce coup-ci côté TVA. Alors, on a quelques ajustements. Le premier, c'est de dire que, et là, il faut, comment dire, il va falloir peut-être que pour certains d'entre vous, vous fassiez très attention à la réglementation qui va venir, puisqu'en fait, la partie TVA a été reformulée, si vous voulez. Jusqu'à présent, tout ce qui était lié à la TVA sur les travaux de pose et d'installation énergétique, c'était lié au crédit d'impôt CITE, donc crédit d'impôt transition énergétique de l'impôt sur le revenu, qui a été depuis l'année dernière transformé en MaPrimeRénov', ce qui fait que
on avait si vous voulez, le texte relatif à la TVA qui faisait référence à un texte qui, lui, n'est plus appliqué, n'est plus d'actualité. Donc, ils ont décidé de reformuler directement dans le paragraphe TVA du Code général des impôts le champ d'application du taux réduit pour la rénovation énergétique des logements. Alors, ça nécessite un décret d'application pour avoir un certain nombre de précisions sur les équipements éligibles, etc. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans cette rédaction-là, maintenant, il est retenu un critère d'énergie renouvelable, ce qui exclut d'office les énergies fossiles, ce qui veut dire que, par exemple, pour toutes les chaudières à haute performance énergétique, qui par définition sont donc au gaz, elles risqueraient de disparaître du champ d'application du taux réduit, hein. Donc là, il va falloir surveiller l'évolution et le décret qui risque de paraître en cours d'année 2023. Et puis autre chose, oui, je suis passée avant. Oui. Oui, non, je me permettais simplement, Claire, d'évoquer et de rappeler effectivement à ceux qui auraient pu nous rejoindre avec quelques minutes de décalage, et vous êtes aussi les bienvenus, bien sûr, c'est ne pas hésiter à poser des questions. Alors, bien évidemment, des questions très personnelles. L'objet est plutôt effectivement de le voir avec votre expert comptable, Axior, notamment si c'est votre cabinet, mais il ne faut pas hésiter effectivement à poser des questions, à avoir des remarques par rapport à tout ce qui est dit, parce que c'est vrai que voilà, on passe les choses assez rapidement. Vous aurez ce replay qui vous permettra de pouvoir reprendre les éléments. Posons les sujets. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions, je le répète, dans le fil de conversation qui se trouve en haut de votre filet Teams. Voilà. C'était juste histoire de vous laisser souffler, Claire, pour que... C'est gentil, merci. Juste reprendre un peu de souffle. Voilà. C'est très gentil. On peut revenir sur la transition énergétique si vous aviez des compléments à faire. Ok, oui, juste un petit complément, effectivement, c'est de dire que pour tous les travaux qui vont être liés aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, donc par exemple la mise en place des bornes, ce sera bien soumis aussi également à un taux de TVA réduit à 5,5%. Voilà. C'est vrai qu'on aborde plein de sujets et de manière un peu rapide parce que c'est vu qu'il y a plein de petites choses, c'est pas toujours évident. Alors, autre crédit d'impôt réduction d'impôt qu'on a voulu vous représenter parce que c'est un dispositif qui est reconduit, hein, donc qui existait jusqu'à présent mais qui était censé se terminer et qui est reconduit jusqu'en 2025. C'est le crédit d'impôt pour l'acquisition des œuvres d'art. Donc, alors ça concerne soit les acquisitions d'œuvres d'art d'artistes vivants, attention, hein, ou l'acquisition éventuellement d'un instrument de musique. Et donc, le principe, c'est d'avoir droit à une réduction d'impôt égale en tout cas, on étale le prix de l'acquisition sur 5 ans sous forme de réduction d'impôt. Donc, si vous achetez une œuvre d'art 5 000 €, vous aurez le droit à une réduction de 1 000 € par an pendant 5 ans. Alors, bien sûr, c'est soumis à des conditions. D'une part, il faut que cette œuvre d'art soit exposée dans un lieu accessible au public, hein, donc c'est plutôt les halls d'accueil, les salles de réunion, voilà, plutôt que le bureau du dirigeant ou d'un salarié, ou encore moins le domicile, hein, je n'oserais le dire. Alors, si c'est un instrument de musique que vous souhaitez acquérir, dans ces cas-là, vous devez vous engager à le prêter aux artistes-interprètes qui en font la demande. Et il faut bien que ce soit des artistes-interprètes inscrits en tant que tels, hein. Il ne s'agit pas d'aller le prêter à votre voisin qui prend des cours au conservatoire, par exemple. Et puis, dernière chose, lors de l'affectation du résultat de l'entreprise, eh bien, vous devrez inscrire le montant de la réduction d'impôt dans un compte spécial de réserve au passif, hein. Donc voilà, c'est un petit formalisme juridique à ne pas oublier. Mais ça peut être intéressant. Alors après, on a diverses mesures par rapport à la TVA. Alors d'une part, on a la mise en place des groupes TVA. Donc ça avait été, c'est pas cette loi de finances qui les met en place. C'était possible à compter là du 1er janvier 2023, mais grâce à la loi de finances de l'année dernière. Le principe du groupe TVA, c'est le même principe qu'en matière d'intégration fiscale.
Donc, c'est de dire qu'il y a une société du groupe qui va être redevable de la TVA pour l'ensemble des sociétés du groupe qui seront inscrites dans ce groupe TVA. Ça peut présenter un intérêt si on avait de très fortes refacturations internes qui généreraient d'un côté de la TVA collectée, donc exigible immédiatement, et de l'autre côté un crédit de TVA qui, lui, peut mettre un peu plus de temps à être remboursé. Donc là, l'intérêt, c'est de matcher les deux le même mois. Bon, pour autant, ça présente a priori pas énormément d'autres intérêts pour l'instant. En tout cas, on reste assez mesuré et il n'y a pas beaucoup. Voilà, vous voyez, en France, il y a à peu près 250 groupes qui sont déclarés, donc c'est pas très très important. Et l'apport de la loi de finances pour ce sujet-là, c'est juste d'avoir créé des dispositions en matière de contrôle fiscal, puisque vu que ça n'existait pas avant, il n'était pas possible d'aller contrôler ces groupes TVA, que bien sûr l'administration se réserve le droit de faire. Alors après, vous savez aussi que l'année dernière, il y avait eu un gros remaniement, on va dire, de toute la TVA et notamment de l'application du taux réduit dans le secteur de l'agroalimentaire. Et donc, le but étant de pouvoir appliquer le taux de 5,5 dans tous les domaines concourant pour toutes les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Et puis après un an d'application, ils se sont aperçus qu'il y avait encore quelques trous dans la raquette. Donc, ils ont essayé d'inclure tout le monde. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, il y a une généralisation du taux de 5,5 pour toute la filière amont liée à l'alimentation humaine. Et puis, dernière chose sur cette partie TVA, c'est en matière de facture électronique. Alors, on va en parler un tout petit peu après dans la partie loi de finances rectificative pour 2022. Alors, on a maintenant la possibilité, on a une quatrième possibilité pour émettre ou recevoir une facture électronique. Ça va s'appeler le cachet électronique. Voilà, donc j'en sais pas beaucoup plus que vous pour l'instant, mais c'est une technologie supplémentaire, on va dire, qui a été ajoutée. Et puis, en matière de conservation des factures et d'obligation de conservation de ces factures, on est toujours sur un délai de 6 ans. On a une obligation d'un point de vue fiscal de conserver ces documents pendant 6 ans. Jusqu'à présent, c'était 3 ans sous leur format originel, plus 3 ans éventuellement où on pouvait dématérialiser c'est le format original. Attention, il y avait des conditions pour pouvoir faire cette dématérialisation. Et bien là, la loi prévoit qu'il est possible dès le début de partir sur une dématérialisation. Pardon. Donc ça fait 6 ans d'archives dématérialisées possibles d'un point de vue fiscal. Alors, c'en est fini pour la grosse partie sur la fiscalité des entreprises. En matière d'autres contributions, alors on va passer du coq à l'âne, c'est souvent le cas avec la loi de finances. Là, c'est plus un rappel. Vous savez que l'année dernière a été, en cours d'année en tout cas, on a pu créer des entreprises individuelles avec un statut fiscal, donc en optant à l'IS pour ces entreprises individuelles. Et bien du coup, la conséquence de ça, c'est que si à un moment vous souhaitez vendre ces entreprises individuelles, bien vous serez taxé de la même manière que si c'était une société soumise à l'IS. Alors, on vous a rappelé, une société sous forme de URL. On vous a rappelé justement un petit peu le régime fiscal des cessions de parts ou d'actions. Donc, dès lors qu'on est avec des actions en SA, en SAS et qu'on vend ces actions, le taux des droits d'enregistrement, c'est 0,1% applicable à la totalité du prix de vente des actions. Quand vous êtes en cession de parts sociales, donc SARL, EURL, là, c'est un taux de 3%. Mais à partir de 23 000 euros, c'est-à-dire qu'en dessous de 23 000 euros, il n'y a pas, et au-delà de 23 000 euros, on applique les 3%.
Alors, vous voyez que la différence entre les 3 et les 0,1% font que souvent, on se transforme en SAS avant de vendre pour limiter un petit peu les frais d'acquisition pour l'acquéreur. Et puis, autre chose, là, du coup, qu'on soit en... Peu importe la forme juridique, dès lors que la société est à prépondérance immobilière, hein, c'est-à-dire que, pour faire simple, plus de 50% de son actif est composé de biens immobiliers, eh bien, là, on est soumis à un droit de 5%. Alors, taxe sur les logements vacants. Donc ça risque d'avoir des conséquences dans les années à venir, puisque jusqu'à présent, cette taxe sur les logements vacants, elle ne s'appliquait que dans les communes de plus de 50 000 habitants et qu'elle a maintenant été étendue dans les communes de moins de 50 000 habitants. Dès lors qu'il y a un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Donc, la collectivité pourra décider d'appliquer cette taxe sur les logements vacants. Donc, la définition d'un logement vacant, ce serait une occupation de moins de 90 jours au cours de la dernière année. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite à ce sujet-là pour dire qu'on va avoir cette année également à déclarer, donc en tant que personne physique, les propriétés, enfin les biens immobiliers dont nous sommes propriétaires et bien de préciser l'affectation de ces biens. S'il s'agit d'un bien qui est mis en location, s'il est mis à disposition à titre gracieux à quelqu'un, s'il s'agit de la résidence principale, s'il s'agit d'une résidence secondaire, etc. Il faudra donc sur l'espace particulier impôt.gouv, il faudra faire cette déclaration-là au cours du printemps 2023. Donc, je pense que ce sera remis en avant au moment de la déclaration de revenus. Alors, taxe sur les bureaux. Bon, on est en Vendée, donc normalement, on n'est pas trop concerné. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être des filiales dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var ou des Alpes-Maritimes qui, désormais, peuvent également appliquer cette taxe sur les bureaux qu'on ne trouvait jusqu'à présent qu'en Île-de-France. Donc, avec un tarif au mètre carré hein, qui est du coup propre à chaque département. Alors, autre sujet, là, c'est sur la révision de la valeur locative. Vous savez que la valeur locative, c'est ce qui permet d'asseoir la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Eh bien, il était prévu quand on avait remis à plat là, un peu tout ce système de détermination de la valeur locative, que tous les 6 ans, cette réévaluation, elle serait réévaluée. Eh bien, donc ça veut dire que normalement, en 2022, là, on aurait dû avoir la première actualisation sexennale de cette valeur locative. Et donc, ça a été reporté de 2 ans. Donc, oui, non, ça aurait dû être en 2023, pardon. Donc, ça a été reporté de 2 ans, ce sera en 2025. Donc, normalement, vous ne devriez pas connaître dans les 2 années à venir, là, de grosses variations de ces taxes CFE ou taxes foncières. Je fais un check au niveau du temps. Oui. Un petit point très rapide sur le contentieux de l'impôt pour vous préciser en fait que la loi de finances a prévu à partir des contrôles démarrés depuis le 1er janvier 2023 la possibilité, enfin maintenant c'est comme ça, on va dire, c'est au moment du contrôle, ils vont directement aller demander aux banques le détail des relevés des comptes dont vous êtes le titulaire. Il faut savoir qu'auparavant, quand c'est au moment où s'ouvrait la procédure qu'on vous demandait à vous, contribuables, de fournir les différents relevés bancaires, et vous aviez un délai de 60 jours, et bien maintenant, ça y est, c'est eux qui vont directement chercher l'information à la source. Information qui en plus sera du coup dématérialisée, et donc je pense qu'il sera plus facile pour eux à exploiter et à requêter. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la même chose pour les contrats de capitalisation. Hein. Ils auront exactement les mêmes prérogatives.
Voilà, j'en ai fini pour la partie loi de finances 2023. Je vais maintenant prendre un petit peu de temps pour vous reparler de la loi de finances rectificative. Enfin, vous reparler ou parler, je ne sais pas si vous en aviez pris connaissance. La loi de finances rectificative pour 2022 qui était tombée en plein pendant les congés d'été, hein, le 16 août, et donc qui prévoyait un certain nombre de mesures. Alors, beaucoup, on va dire, un peu plus défrayé la chronique, c'était toutes les mesures sociales, on va dire, mais qui avaient une conséquence fiscale, hein, tout ce qui est titre restaurant, frais de repas, frais de transport et heures supplémentaires. Donc ça je ne vais pas forcément m'attarder sur le sujet. Il y avait par contre quelques mesures anti-abus concernant l'amortissement fiscal du fonds de commerce, donc ça on va en parler, et puis également des dispositifs par rapport au pacte du Dutreil, on va également en parler, et puis surtout la généralisation de la facture électronique, et c'est là où je veux vous sensibiliser un petit peu plus. Alors, très rapidement sur le pacte du Dutreil. Donc, le pacte du Dutreil, je vous rappelle un petit peu le dispositif. Le principe, c'est que quand on est dans un objectif de transmission familiale, eh bien, on peut mettre en œuvre ce pacte du Dutreil qui permet d'avoir un abattement de 75% de la valeur de l'entreprise qui fait l'objet de la transmission, alors, soit par donation, soit par succession. Alors, moyennant un engagement de conservation des titres pendant 6 ans. Hein. Donc, il y a un engagement de 2 ans de manière collective et 4 ans de manière individuelle. Et autre condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un des signataires du pacte qui exerce une fonction de direction pendant 5 ans. Donc là, le principe, c'était entre autres, parce qu'il y a plusieurs conditions, mais il faut aussi que la société dont il est question pour le pacte, enfin les titres en tout cas, se rapportent à une société qui a une activité économique, hein, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Et en cours d'année 2022, il y a une jurisprudence qui est parue et qui a conclu que cette condition d'exercice d'une activité économique, elle n'était regardée qu'au jour de la signature du pacte. En fait, les textes n'étaient pas très bien précis, on va dire. Donc, l'administration a voulu tout de suite fermer cette brèche et elle nous a bien dit que la condition de l'exercice de l'activité, c'est pendant toute la durée de la signature du pacte. Ça a notamment pour conséquence, enfin, les holdings animatrices entraient dans ce champ d'application de l'activité économique. Et donc, voilà. Hein. Donc, là, les choses sont verrouillées. Il faut bien que si vous passez par une holding animatrice, elle soit animatrice pendant toute la durée du pacte. Alors, amortissement du fonds commercial. Là aussi, c'est pour rappel, l'année dernière, pour essayer de contrecarrer les effets de la crise économique liée au Covid, il y avait eu une possibilité pour tous les fonds qui étaient acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, de déduire l'amortissement comptable du résultat fiscal de l'entreprise. Et donc, bien sûr, la mesure anti-abus, c'est de dire que c'est possible, mais c'est pas possible si vous rachetez votre propre fonds de commerce. Voilà, parce que certains apparemment ont voulu jouer à ça. Et donc, le principe, c'est que depuis le 18 juillet 2022, ce dispositif ne s'applique pas aux entreprises qui seraient qui exerçaient, en tout cas dont les associés exerçaient déjà le contrôle du fonds de commerce qui a été acquis. Voilà. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu de la facture électronique, puisque c'est une mesure qui ne défrait pas la chronique pour l'instant, alors qu'elle va chambouler une bonne partie de la manière dont vos entreprises sont organisées d'un point de vue administratif. Alors, le principe, hein, c'est que le secteur public, lui, est déjà passé depuis le 1er janvier 2020, puisque dès lors que vous travaillez avec un donneur d'ordre public, vous êtes obligé de faire vos factures ou de les transmettre via Chorus Pro, qui est la plateforme dédiée à ça. Et bien là, le principe, ça va être un petit peu de copier-coller ce qui se faisait avec Chorus Pro vers le secteur privé. Donc là, par contre, on est sur un grand nombre d'entreprises et d'acteurs économiques. Donc cette réforme, elle va s'appliquer à toutes les entreprises assujetties à la TVA. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, quand on est en franchise de TVA,
on est quand même assujetti à TVA. On est exonéré, mais on est quand même dans le champ d'application de la TVA. Donc, ça va vraiment concerner un très, très grand nombre d'entreprises. Et il y a deux formes, on va dire, il y a deux obligations qui vont être différenciées. Le e-invoicing d'un côté et le e-reporting de l'autre. Alors, on va regarder ce que c'est de part et d'autre. Le principe, c'est que dès lors que vous allez travailler entre professionnels sur le territoire français, et bien là, vous allez être soumis au e-invoicing. C'est vraiment la manière d'établir des factures entre vous qui va être électronique et vous allez vous les transmettre, mais vous allez voir, pas directement. Il y aura des intermédiaires et notamment l'administration fiscale aura une vue sur ces transactions. Et puis, dès lors que vous êtes sinon en B2C, hein, donc vos clients sont des particuliers, ou dès lors que vous avez des opérations à l'international, tant des ventes que des achats, ou dès lors que vous êtes prestataire de services et donc que dans ce cas-là, vous êtes soumis à la règle de la TVA sur les encaissements, eh bien, vous allez avoir des obligations de e-reporting. Donc, certaines entreprises vont être soumises à des obligations et de e-invoicing et de e-reporting. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu en détail ce que c'est. Et puis, autre information, c'est la disparition de Chorus Pro. Du coup, les entreprises qui actuellement utilisaient Chorus Pro vont devoir refaire un peu leur paramétrage sur la partie plateforme publique liée à cette réforme de la facture électronique. Alors déjà, quel est le calendrier qui va être mis en œuvre? Alors, il faut savoir que cette réforme, elle entre en vigueur au 1er juillet 2024. Et au départ, on pourrait se dire, bah, c'est surtout les grandes entreprises qui vont être concernées au 1er juillet 2024, donc j'ai le temps, je m'en occuperai plus tard. Attention, vous êtes tous clients d'une très grande entreprise et à partir du moment où la grande entreprise va émettre une facture sous format électronique, vous allez être obligé de la recevoir sous format électronique. Et donc, ça veut dire que dès lors, vous avez vous aussi une obligation dès le 1er juillet 2024 de pouvoir être en capacité de recevoir cette facture sous ce format-là. Hein, donc, c'est pour ça que c'est la partie en bleu, là, l'obligation de réception, elle commence dès le 1er juillet 2024 et il faudra d'ores et déjà, à cette date-là, avoir dit dans quelle plateforme vous voulez recevoir vos factures. On va le détailler juste après. En ce qui concerne après vos obligations en tant que émetteur de facture ou en tant que émetteur de e-reporting. Eh bien là, le calendrier, donc pour les grandes entreprises, hein, donc on vous a remis les seuils, c'est les définitions au sens européen qui ont été retenues. Hein. Donc pour les grandes entreprises, c'est au 1er juillet 2024. Pour les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, c'est au 1er janvier 2025. Et pour toutes les autres entreprises, PME et TPE, c'est au 1er janvier 2026 que ce sera applicable. Donc, c'est à la fois loin, mais pas tant que ça. Ça passe très, très vite. C'est pas... Enfin, je pense que vous le savez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on parle qu'est-ce que c'est qu'une l'obligation de e-reporting? Alors, l'obligation de e-reporting, ça va être de permettre à l'administration d'avoir toutes les informations pour, quelque part, préparer votre déclaration de TVA à votre place. Bon, dit comme ça paraît sympa. On se dit, bon, mais chouette, on n'aura plus de déclaration de TVA à faire. Sauf que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est l'objectif à terme, certes, d'avoir des déclarations de TVA pré-remplies, mais là, c'est plus dans un objectif de contrôle. Donc, le principe, c'est que vu qu'elle va être au courant de toutes les factures qui sont émises entre professionnels, on pourrait se dire, bon, mais déjà, elle a pas mal d'informations, sauf qu'il lui manque un certain scope de cette information. Dès lors qu'on travaille avec des particuliers, parce qu'on n'aura pas la même obligation de facture électronique quand on travaille avec des particuliers, donc il va bien falloir qu'elle récupère l'information de ce chiffre d'affaires-là. Dès lors qu'on travaille avec des partenaires étrangers, parce qu'on ne va pas les obliger à venir s'inscrire sur des plateformes françaises, etc. Donc, dès lors qu'on travaille avec l'étranger, l'administration n'aura pas accès à l'information, donc il faudra lui donner. Et puis, dès lors qu'on est en TVA sur les encaissements, puisqu'en TVA sur la facture, on n'a pas encore la date d'encaissement. Hein, on a la date d'émission de la facture, on a éventuellement la date d'échéance, mais l'encaissement, ça peut être encore différent de ces deux dates-là. Donc, c'est aussi une information qu'il faudra remonter à l'administration. D'accord? Alors, comment ça va se passer?
Si vous êtes, par exemple, si on prend le cas d'un prestataire qui vend à des entreprises et qui est donc soumis à la TVA sur les encaissements, ça pourra très bien être, pardon, à partir du moment où il aura déclaré qu'une facture a été réglée, du coup, l'information sera transmise automatiquement à l'administration. Il n'y aura pas, entre guillemets, hormis le fait de déclarer la position de paiement, il n'y aura pas d'autres démarches supplémentaires. Par contre, quand on est en B2C, par exemple, ou avec de l'international, eh bien là, il faudra aller renseigner ces informations. Donc, soit on ira déposer le Z de caisse sur la plateforme de l'administration. Voilà, en tout cas, il y aura des démarches complémentaires à faire. Et là où c'est beaucoup moins drôle pour l'instant, c'est au niveau du calendrier de mise en application de cette obligation d'e-reporting. Alors, on va dire, l'entrée en vigueur, c'est exactement les mêmes dates que je vous ai présentées juste avant, hein, juillet 2024 pour les très grandes et puis janvier 2026 pour le commun des mortels, si je puis dire. Par contre, c'est au niveau de la périodicité de cette obligation d'e-reporting. Dès lors qu'on est en régime de TVA normal, ce qui est le cas pour beaucoup d'entreprises, hein, c'est que vous faites votre déclaration de TVA tous les mois. Et bien là, l'information, elle serait non pas à remonter une fois par mois, mais 3 fois par mois, puisqu'on est sous un régime de décade. D'accord? Donc, on devrait remonter l'information du 1er au 10 avant le 20 du mois, du 10 au 20 avant le 30 du mois, et du 20 au 30 ou 31 avant le 10 du mois suivant. Vous voyez? Donc, les obligations sont beaucoup plus renforcées. Autre point, c'est le schéma du e-invoicing. Là, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Le principe, c'est que vous n'allez plus directement envoyer, vous, fournisseurs, vos factures à vos clients. Il faudra obligatoirement que ça passe par une application qui sera soit le portail public de facturation, hein, c'est le grand bloc en bleu au centre. Donc, ce portail public de facturation, il sera gratuit. Hein, c'est un peu l'équivalent de Chorus Pro, mais du coup, version TVA, assujettie à TVA. Soit vous ferez appel à une plateforme de dématérialisation partenaire, une PDP, mais cette plateforme, ce ne sera pas n'importe qui. Il faudra qu'elle ait rempli un certain cahier des charges qu'a défini l'administration justement au mois d'août cet été-là. Donc, cette plateforme, il faudra qu'elle ait obtenu un agrément de l'administration et il faudra ensuite qu'elle ait été validée par un audit pour vérifier qu'elle est bien conforme au cahier des charges. Cette plateforme, normalement, elle vous proposera des prestations complémentaires, des services un peu plus élaborés que le portail public de facturation qui sera, on va dire, au service minimum. Donc, surtout, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous allez commencer à être probablement démarché par certains opérateurs. Donc, faites très attention avant de choisir telle ou telle autre solution. Vous voyez bien évoquer ce sujet-là avec vos conseils et notamment votre expert comptable, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de conséquences sur l'infrastructure informatique et on va dire les différentes interactions qu'il peut y avoir entre votre logiciel de facturation, cette plateforme de dématérialisation, etc. Hein, donc moi, ce que je voulais surtout, c'était vous alerter un petit peu sur cette réforme qui va venir très très vite et parce qu'il faudra faire ce choix de plateforme dématérialisation partenaire ou de portail public avant le 1er juillet 2024, absolument. Donc ça se fera sous forme de sur le site impôt.gouv, hein, sur votre espace professionnel. Très rapidement, la deuxième loi de finances rectificative pour 2022. Là, c'était juste vous rappeler que bon, il y a eu quelques mesures pour les indemnités perçues pour les agents d'assurance qui partaient en retraite. Un point particulier sur les déficits fonciers, donc ça, on va le regarder juste après. Normalement, vos avis d'imposition vont être un petit peu plus détaillés et un peu plus pédagogiques donc voilà, vous devriez avoir quelques informations complémentaires sur la manière dont est calculé votre impôt. Et puis, on a également une légalisation du crédit d'impôt pour investissement en Corse. Alors, je voulais juste très rapidement revenir sur les déficits fonciers. C'est pour éventuellement si vous avez des biens qui sont considérés comme des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'ils ont un diagnostic énergétique dans la catégorie E, F ou G, eh bien, si vous entreprenez des travaux pour les faire passer dans une catégorie énergétique A, B, C ou D,
le plafond d'imputation sur votre revenu global qui est toujours de 10 700 €, et bien là, il peut éventuellement être porté à 21 400 € pour tous les travaux qui seraient occasionnés et payés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette loi de finances et les lois de finances rectificatives. J'espère que, je sais que c'est un petit peu au lance-pierre, donc j'espère que vous avez pu me suivre. De toute façon, vous aurez voilà, le support qui vous sera remis et puis le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube. En tout cas, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou... Alors, merci beaucoup Claire, parce que réussir à déplier une loi de finances en même pas 50 minutes, c'est un véritable exploit. Donc bravo pour Heureusement, elle n'était pas très cet fournie cette année. C'est vrai. On va le dire. Enfin, en tout cas, on espère vraiment que ces éléments de loi de finances 2023 ont permis de mettre à jour quelque part votre propre logiciel, tant en tant que dirigeant pour vous-même, mais aussi pour votre entreprise. Effectivement, Claire, vous l'avez dit, c'est-à-dire que les évolutions fiscales restent mesurées pour une fois, et tant mieux, parce que ça fait partie des combats du MEDEF que de ne pas changer les lois de finances pour lesquelles on en perd finalement son cap, sa vision, lorsque on a besoin de construire bien évidemment un plan stratégique pour son entreprise. Donc, nous avons été écoutés et tant mieux. Et puis de dire aussi que le MEDEF, parce que finalement on n'en a pas forcément toujours conscience, vous avez parlé notamment du plafond qui a été relevé pour le taux d'IS, enfin le taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir quand même que ce taux d'IS à 15%, c'est une des victoires du MEDEF, puisque c'est nous qui avions demandé effectivement cette modification fiscale, tout autant que la suppression de la CVAE. Ce qui veut dire que ça fait plaisir d'être entendu et de faire que le MEDEF, ça sert aussi à cela, d'être auprès du gouvernement, auprès des parlementaires pour remonter les sujets qui nous sont exposés par nos chefs d'entreprise et ainsi faciliter, si je puis dire, leur quotidien, en tout cas faire que la compétitivité soit le mieux assurée possible avec des comptes de résultats qui soient les moins impactés par les taxes et impositions diverses. Merci aussi pour l'exhaustivité, Claire, de tout ce qui nous arrive en réjouissance pour fin 2023 et surtout 2024. En 2023, d'ores et déjà pour la facture électronique, bien évidemment, le e-reporting, le e-invoicing, c'est magnifique. Hein. On a effectivement une anglicisation des propos, mais bon, on est obligé d'y aller. Donc, nul doute qu'il fallait nous sensibiliser et merci encore pour cela. Ça a été dit et vraiment pour conclure, sauf à ce qu'il y ait des questions, et je vois déjà des premiers remerciements qui s'affichent dans le chat. Bien sûr, en replay, d'ici quelques petits jours, hein, on finalise quelques points, mais ça va aller très très vite sur notre chaîne YouTube. Et puis surtout de dire, comme ça a été évoqué par Claire, que votre expert comptable est votre meilleur allié. C'est vous qu'il connaît le mieux pour chacune de vos entreprises, pour bien évidemment répondre à vos cas spécifiques selon votre contexte, tant à titre privé que et d'abord au titre de l'entreprise, sur tous les impacts de ces modifications de loi de finances. Écoutez, si je vois que tous les merci sont en train de s'afficher, il ne semble pas y avoir de questions, sinon nous aurions consacré la minute restante à cela. Donc, écoutez, on va se quitter ainsi. Alors, pour vous donner un petit peu le planning des nouveaux lundis MEDEF sous cette forme, qui sont à venir le 6 mars prochain, eh bien, nous revenons sur un sujet qui est encore sensible, puisqu'en l'occurrence, il s'agira de l'énergie, avec un angle particulier, puisque nous avons convaincu, sans trop de mal, je dois l'avouer, EDF à intervenir parmi nous. Ça aura lieu donc le lundi 6 mars, et donc c'est le directeur commercial Grand Ouest qui interviendra, et avec ses équipes qui pourra répondre à vos questions, puisque en l'occurrence les factures sont en train de venir, sont en train d'être enregistrées d'un point de vue comptable. Je regarde encore Claire pour Axior qui est encore en ligne, et de faire que si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les préparer d'ici là pour le 6 mars, puisque EDF nous fera le plaisir d'être parmi nous pour répondre à toutes les questions et aussi
aussi vous éclairer sur les marchés de l'énergie. Je pense que la compréhension passe toujours par, on va dire, la bonne... Le bon cercle de connaissances que nous devons avoir sur un poste qui pèse pour un grand nombre sur, bien évidemment, sa facture énergétique aujourd'hui dans le compte de résultat. Donc voilà pour cet angle-là. Et puis, nous avons déjà pour le 3 avril, déjà une intervention qui est prévue avec le directeur de la Banque de France de Vendée, à savoir Olivier Sigaud, qui sera accompagné de la Fédération bancaire française vendéenne. Donc en l'occurrence, c'est Morgane Marot qui nous accompagne. Ils le feront en double voix pour parler de tout ce qui concerne un point conjoncture économique, mais également les remboursements des PGE et qu'est-il possible de faire lorsqu'on peut être un peu contraint. En tout cas, on vous donnera des pistes de solutions sur cet angle-là. Et puis, il y aura bien évidemment les autres sujets sur ce qui arrivera encore en réjouissance 2024. Et je me retourne encore vers les experts comptables parce qu'ils seront aussi concernés. Il s'avère qu'il y aura bien évidemment des éléments et des indicateurs de décarbonation qui arriveront pour 2024. Voilà ce qui peut être attendu. Et donc, en l'occurrence, la Banque de France nous fera un topo complet et la FBF complétera pour dire aujourd'hui ce qui est regardé dans les programmes d'investissement pour répondre au mieux et dès maintenant sur des éléments RSE et en l'occurrence de réduction énergétique par rapport aux investissements qui sont à faire. Donc voilà pour le programme du 3 avril. Si d'ici là, il y avait une actualité encore plus brûlante, eh bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous informer par rapport à ces éléments complémentaires. Je vous souhaite à tous un bon appétit si vous n'avez pas eu le temps de déjeuner pendant notre visio. Encore merci Claire, encore merci Benoît du cabinet Axior pour cette intervention du jour. Et puis de toute façon, on vous revoit maintenant à souhait auprès de tous nos adhérents avec le replay. Merci à vous, à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci.